19h30. Bonsoir, bienvenue dans les débats de la présidentielle. Cette fois-ci, nous y sommes. La campagne électorale s'achève ce soir. Une campagne marquée ces dernières heures par l'annonce faite par François Bayrou qu'il allait voter finalement François Hollande. Une campagne avec les tout derniers sondages aussi. Ils vont tous dans le même sens, même si les écarts se resserrent. Hollande est donné à chaque fois vainqueur au second tour. Enfin, il y a eu ce débat sous tension entre les deux candidats sur lequel nous allons revenir avec nos deux invités. Bonsoir Elisabeth Guigou. Bonsoir. Soutien de François Hollande, vous avez été ministre à plusieurs reprises et en particulier ministre de la Justice. Face à vous Rachida Dati, bonsoir également. Bonsoir. Vous aussi vous avez été garde des Sceaux et c'était dans le premier gouvernement de François Fillon. Et puis pour vous interroger comme toutes les semaines, à mes côtés Luc Bronner du journal Le Monde et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, la prise de position de Bayrou pour Hollande, est-ce que ce n'est pas, Rachida Dati, la conséquence logique des appels du pied de Nicolas Sarkozy vis-à-vis des électeurs du Front National finalement ? François Bayrou a pris, j'allais dire, ses responsabilités, en tout cas sa responsabilité de ne pas vouloir voter Nicolas Sarkozy. Moi, au-delà de, vous savez, ce qui a pu être dit, d'ailleurs de part et d'autre, moi je trouve ça, je le connais François Bayrou, et je l'ai connu comme ministre de l'Éducation nationale, j'ai travaillé avec lui au moment de la circulaire dite Bayrou sur la laïcité. Moi je pense aux élus, aux militants, aux sympathisants de ce centre qui appartient à la famille de droite élargie. Aujourd'hui il les a désorientés, je trouve qu'il les a trahis, et je trouve qu'il leur complique aussi leur engagement politique. Donc que François Bayrou n'ait pas trouvé son compte, pardon d'employer l'expression, j'allais dire c'est son problème, sauf qu'il engage, c'est un chef de parti, il engage des militants, des sympathisants et aussi des élus, même si la grande majorité des élus ont appelé à soutenir Nicolas Sarkozy. Vous nous dites, je connais François Bayrou, est-ce que vous avez été surprise vous-même ? Moi, j'ai été surprise, mais c'est vrai que sa campagne n'a pas été menée de manière très claire. Je dirais que l'engagement politique, ce sont des valeurs, des convictions, mais c'est aussi décider, c'est choisir. C'est à un moment donné de faire un choix qui vous engage. C'est pas d'être entre les deux, de voir où ça peut venir, où ça peut mais est-ce que arranger. Vous ne pensez pas quand même que Nicolas Sarkozy, quelque part, a aidé François Bayrou à faire ce choix, compte tenu de la droitisation qu'il a eue de sa campagne, en tout cas ces 3 dernières semaines ? Droitisation, c'est une expression, c'est curieux parce que on me le dit et on me pose cette question systématiquement en disant est-ce que vous, ça vous gêne finalement plus que les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis très gênée par ces questions de journalistes parce que droitisation, d'ailleurs sur ce plateau il y a encore quelques jours, j'avais répondu qu'est-ce que ça veut dire droitisation? Si c'est de droite, est-ce qu'il est interdit d'être de droite? Est-ce que c'est répréhensible que d'être de droite? Ou alors c'est comme toujours, ça c'est typiquement des politiques de gauche. En tout cas de faire l'immigration, le cœur de la campagne du second tour, ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça vous semble, on parlera de vous, l'immigration si vous le souhaitez. Non, mais on parlera de l'immigration. C'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, on est oui, d'accord mais là-dessus. l'immigration, je veux vous dire, alors ça, je peux en parler de manière très apaisée et très sereine. L'immigration a toujours été un atout, et pour la France, et pour l'Europe. Ça a toujours été un atout. Je trouve que c'est l'ouverture sur les autres, c'est l'ouverture sur le monde, c'est l'enrichissement de culture, aussi de civilisation et de son histoire. La France est une synthèse, c'est pas une page blanche. Donc on a eu des vagues d'immigration successives, notamment par exemple des pays du Maghreb ou d'Afrique noire sur les années 60, 70, et en 74 nous avons le regroupement familial. À aucun moment aucun gouvernement n'a eu le courage, pour ne pas dire la responsabilité, de gérer le regroupement familial. Nous avons eu l'accueil de familles qui rejoignaient effectivement des personnes installées sur notre territoire, mais nous n'avons pas ni géré ni l'accueil, donc ni le flux, ni l'intégration. Et à un moment donné, et je peux en parler, je peux vous donner des détails. On va y revenir à Rachida Dati. C'est marrant parce que interroger parce que c'est un débat oui, aussi. Mais je veux vous dire, parce que vous dites Guigou, mais on va revenir sur ce sujet. Est-ce que l'immigration ça droitise? Est-ce que c'est l'extrême droitisation? Parce que c'est ça que vous voulez dire. C'est pas droitisation. Personne n'ose jamais dire les mots ou droitisation. Il y a pas, c'est pas choquant. Si vous dites extrême droitisation, là, moi, je vais vous répondre. Est-ce que c'est d'être d'extrême droite que de dire il faut peut-être
faut mieux accueillir, il faut une politique d'intégration qui ne soit pas uniquement basée sur la langue française, mais sur les valeurs républicaines. Et c'est vrai que pendant un moment, comme on ne maîtrisait pas les flux migratoires et qu'on poursuivre Rachida Dati n'a pas mis en place sujet, de politique d'intégration, c'est sûr qu'aujourd'hui on a un gros problème. Elisabeth Guigou, sur cet appel en tout cas, la déclaration de François Bayrou, il a dit que lui-même, il allait voter personnellement pour François Hollande. Est-ce que ça vous a, vous aussi, surprise ou pas? Et qu'est-ce que, tout simplement, vous en pensez? Moi, j'avais plutôt le sentiment que François Bayrou laisserait la liberté de vote et ne se prononcerait pas pour ou contre, d'ailleurs, l'un ou l'autre des candidats, compte tenu de ce qu'il avait dit dans sa campagne. Donc c'est vrai que c'est très remarquable, cette prise de position. Ça montre à quel point une partie de la droite, car je suis d'accord, François Bayrou n'est pas un homme de gauche, hein, a été à la fois heurté, choqué par la course de M. Sarkozy derrière le Front National. François Bayrou a d'ailleurs expliqué sa position personnelle, hein, puisqu'il ne donne pas de consigne de vote. Mais enfin, il a été très clair. Lui votera pour François Hollande. Il l'a expliqué par les valeurs et par le fait que, effectivement, il refuse que l'on stigmatise des catégories entières de population, que l'on divise les Français les uns contre les autres. Et donc, il se situe très clairement sur le plan des valeurs. J'ajoute que la prise de position de François Bayrou, que nous respectons, et encore une fois, on ne cherche pas du tout à lui faire dire plus qu'il l'a dit. Il est parfaitement responsable. Ce sera à lui de dire si François Hollande est élu, ce qui n'est pas encore fait, mais s'il l'est, s'il souhaite se situer dans la majorité présidentielle ou pas. Mais vous-même, si François Hollande est élu, si on se place dans cette perspective, est-ce que vous considérez que, compte tenu de ce qu'il vient de déclarer, François Bayrou appartient à la majorité présidentielle? Pas nécessairement, puisqu'on sait que, alors qu'il est très ferme sur les valeurs et qu'il nous rejoint non seulement sur le refus de la stigmatisation des étrangers, qui a quand même été quelque chose d'absolument constant, et de l'amalgame constant fait entre étrangers musulmans, de surcroît, hein, par le président de la République actuelle. Deuxièmement, il nous rejoint sur la moralisation de la vie publique. Où nous sommes en tout cas sur des positions très voisines. Sur la réorientation de l'Europe, en revanche, François Bayrou a dit clairement qu'il avait des désaccords avec François Hollande sur le projet économique et social. Donc ce sera à lui de dire si oui ou non, puisque François Hollande a dit clairement que son projet présidentiel, sur lequel il a déjà fait le score que nous savons au premier tour et sur lequel il sera élu ou pas, d'ailleurs au deuxième tour, mais s'il est élu sur ce projet ne sera pas négociable et c'est ce projet qui sera applicable. Donc ce sera à François Bayrou. J'ajoute un dernier mot sur ce point, c'est que pour M. Sarkozy, cette prise de position de M. Bayrou, c'est un échec supplémentaire parce que finalement, au-delà de la famille UMP, M. Sarkozy n'a rallié personne à sa candidature. Question de Gilles Leclerc. Elisabeth Guigou, est-ce que vous, philosophiquement, compte tenu du contexte de la crise, vous seriez favorable, pas forcément demain ou après-demain, mais un jour, à ce qu'on a appelé un peu l'arc républicain, c'est-à-dire avec une majorité qui irait de François Bayrou jusqu'à peut-être au front de gauche, où ça vous paraît trop hétéroclite ou trop prématuré? Mais ça ne peut se faire, justement, en raison des différences. Hein. Ça ne peut se faire que sur la base de l'adhésion à un projet, et donc au projet présidentiel. Donc, si l'élection présidentielle, l'élection de François Hollande peut être l'occasion de rapprochement, tant mieux. Mais vous voyez bien que François Hollande... Mais dès les législatives, par exemple, il pourrait y avoir des accords locaux avec le MoDem en cas de danger Front National? Je ne tire pas des plans sur la comète. François Hollande a dit très clairement que ce sera le Premier ministre. Il y a le projet présidentiel et là-dessus, il n'est pas négociable. Il s'appliquera. Et puis ensuite, il y aura pour les législatives et un Premier ministre qui sera destiné à être le chef de la future majorité législative. À ce moment-là, qui aura, n'est-ce pas, à présenter au président de la République, encore faut-il son accord, ce que sera l'étendue et les contours de la majorité. Elisabeth Guigou y faisait allusion tout à l'heure. On a remarqué qu'après le premier tour, au fond, il n'y a pas un seul candidat éliminé du premier tour qui est rallié Nicolas Sarkozy. Il y a eu la thèse que Nicolas Sarkozy employait souvent, le référendum anti-Sarkozy, ça se confirme. Mais est-ce que ce n'est pas un mauvais présage quand même? D'abord, vous avez beaucoup commenté le premier tour. On avait dit, je répète, je ne veux pas faire... mais bon, la politique, c'est aussi la répétition. Forte abstention, on n'y est pas. Peu d'intérêt pour la campagne présidentielle, on en est loin. Dynamique de gauche, avec une forte poussée à gauche,
on n'y est pas non plus, puisque sinon on n'aurait pas le score du Front National. Donc déjà, ça devrait nous rendre tous modestes. Les commentateurs les premiers. Donc ce qui avait été préconisé pour le premier tour ne s'est pas réalisé. Donc l'UMP en général, Nicolas Sarkozy dit effectivement, il l'a toujours dit, y compris en 2007, et j'étais bien placé pour le savoir, c'est que n'est ni l'homme d'un clan, ni l'homme d'un parti. Il disait d'ailleurs à ses amis de le laisser effectivement s'élever. Attendez, juste pour terminer. Et là-dessus, et l'UMP, la figure du candidat du rassemblement, comme il le soutient. Est-ce que c'est effectivement l'homme du rassemblement? Bien sûr, l'UMP rassemble toutes les sensibilités, y compris centristes. Jean Leonetti, les radicaux. Jean-Louis Borloo était... Moi, hier, j'étais à Toulon avec le président candidat. Jean-Louis Borloo est avec nous. Hervé Morin. Donc il y a des radicaux, des centristes, des humanistes, Jean-Pierre Raffarin. Donc il a bien rassemblé toutes les sensibilités au sein de l'UMP, grâce aussi à Jean-François Copé. Ça se rétrécit pas un tout petit peu? Mais ça se rétrécit sur quoi? Vous savez, si ça s'était rétréci, c'est-à-dire que nous aurions d'autres candidatures. Nous n'avons pas eu. C'est-à-dire que, rappelez-vous, l'affrontement violent entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, y compris Eva Joly, parce que maintenant, je leur ai dit l'accord, on n'en tiendra pas compte. Je ne sais pas comment ils feront après. Juste pour terminer, Jean-Luc Mélenchon a quand même encore dit très clairement ce matin qu'il refuserait effectivement une coalition PS-Modem. Alors maintenant, c'est vrai que... On va voir et on interrogera Elisabeth Guigou, mais pour rester dans votre camp, Rachida Dati, mérite mieux que simplement la haine d'un homme. Les déclarations de Gérard Longuet qui a expliqué que pour lui, Marine Le Pen était un interlocuteur Je l'ai dit sur votre plateau, ici même, et le président de la République, comme président, comme candidat, comme militant politique, comme sympathisant, comme ce qu'il a été tout au long de sa vie, où nous avons toujours refusé toute alliance avec le Front National et tout accord avec le Front National. Selon vous, donc, il a commis quoi, une faute? Moi, j'ai dit que je désavouais que j'étais choquée par ses propos. D'ailleurs, il les a atténués depuis. Il a dit que c'était pas ce qu'il voulait dire. Enfin, il s'en est expliqué. Et je crois que ma famille politique, pour l'essentiel, notamment Jean-François Copé, a désavoué les propos de Gérard Longuet. Rachida Dati, comme Elisabeth Guigou, je vous propose de passer à la deuxième partie de ce débat. Et au cœur de cette élection présidentielle, il y a une notion dont on a beaucoup parlé, François Bayrou également d'ailleurs, c'est cette promesse d'une république irréprochable. Et sur ce point, question de Luc Bronner du Monde. On connaît la citation d'un homme politique célèbre qui a dit que les promesses n'engageaient que ceux qui les croient. Sur ce point, sur la question de la République irréprochable, c'est un homme de droite, Charles Pasqua en l'occurrence. De droite, Charles Pasqua, puis Jacques Chirac. Qui ont repris la citation. Sur la République irréprochable, on sait aussi que François Mitterrand, qui est le dernier président socialiste à avoir exercé, a eu des pratiques qui étaient dans certains cas extrêmement limites. Comment garantir, si François Hollande est élu, une République irréprochable? Je pense qu'il faudra que vous jugiez à l'usage. En tout cas, l'usage suffit. Il n'y a pas de modification législative, constitutionnelle à opérer. Non, mais bien sûr. L'usage, c'est ça. Il a fait des promesses, il les tiendra. Voilà. Et François Hollande est un homme de parole. Donc, qu'est-ce qu'il a dit sur la République irréprochable? D'abord, il fera fonctionner les institutions s'il est élu président de la République différemment. Il ne sera pas celui qui veut être le chef de tout et qui n'est responsable de rien. Il ne sera pas l'omniprésident. C'est la référence à Nicolas Sarkozy. Omniprésident. Le gouvernement gouvernera, le Parlement aura des prérogatives supplémentaires, par exemple, nommer de façon positive à une majorité qualifiée les dirigeants des grandes chaînes audiovisuelles, par exemple nommer les personnalités qualifiées du Conseil supérieur de la magistrature, qui aujourd'hui, il y en a 6, sont toutes nommées par le pouvoir en place, le président de la République, le président du Sénat, ancienne formule, le président de l'Assemblée nationale. C'est un pouvoir transféré au Parlement. Donc, il y aura des prérogatives nouvelles transférées au Parlement. Troisièmement, la République irréprochable, c'est l'indépendance de la justice, qui a été piétinée ces dernières années avec des nominations, n'est-ce pas, qui ne tenaient pas compte des avis du Conseil supérieur. Ne montrez pas du doigt. Du Conseil supérieur. Je sais qu'avec vous, vous n'avez pas respecté les avis. Il n'y a pas très longtemps, vous me traitiez de menteuse sur un plateau. Je ne vous ai pas interrompu, madame. Voilà. Donc vous ne montrez pas du doigt, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Vous n'avez pas respecté les avis conformes du Conseil supérieur de la magistrature. Ne me montrez pas du doigt. Monsieur Mercier l'a fait, mais vous ne me montrez pas.
Donc on va laisser terminer Elisabeth Guigou, puis on donnera la parole à Rachida Dati, puisque c'est un débat, et on va vous donner tout de suite la parole pour répondre à Rachida Dati. Non seulement Elisabeth Guigou. des nominations, des avis du Conseil supérieur de la magistrature qui n'étaient pas respectés par le pouvoir en place. Deuxièmement, des instructions données au parquet. Tout ceci aura une fin. Plus d'instructions au parquet. Plus d'instructions au parquet, des directives là. de politique générale, mais pas d'instruction au parquet. Alors, Troisièmement, on va troisièmement, la moralisation, parce que vous mais avez une beaucoup seconde. abordé de Non, points mais la déjà. moralisation, Donc, François Mitterrand, tout vous à en l'heure, étiez, Madame sur les Guigou. nominations, Tout à l'heure, en monsieur, particulier tout à l'heure, des monsieur, magistrats, je on va n'ai pas laisser... pu, tout à l'heure, je n'ai pas pu répondre sur la promets question du rassemblement, donc je qu'on termine vous ma laisse- phrase, vous si vous terminez voulez juste bien. votre phrase, Voilà. si c'est possible. Donc, Non, mais, Ensuite, c'est vous un avez débat pas et on va juste vous entendre terminé. toutes les deux. Non, mais peut-être, Donc, mais vous tout à terminez. l'heure, il n'y a pas eu de Alors, débat terminez sur la juste question. votre phrase Tout et à on l'heure, laisse il n'y a pas eu de débat sur la répondre question du rassemblement, Rachida sur Dati. lesquels j'ai des choses à Allez-y. dire aussi. Alors, vous me laissez terminer Allez-y. sur la République irréprochable. agressivité. Troisièmement, le statut pénal du chef de l'État, qui aujourd'hui est intouchable pendant toute la durée de son mandat, sera réformé. Quatrièmement, ça a la sauvé Cour de François justice de Mitterrand. la République sera supprimée. Elle juge les ministres. Ils seront jugés comme n'importe quel citoyen. Et enfin, nous aurons une vraie lutte contre les conflits d'intérêts, parce que M. Fillon nous a promis à plusieurs reprises qu'il y aurait une loi contre les conflits d'intérêts. On l'attend toujours. Cela fait beaucoup de choses, un vaste programme, donc on va laisser répondre Rachida Est-ce Dati que- sur les nominations Oui, dans alors la moi, magistrature. oui, je vais on pourrait répondre. peut-être commencer par D'abord, ceci. moi, vous savez, quand j'ai été nommée garde des Sceaux, et Madame Guigou ne peut pas le démentir, j'ai souhaité la rencontrer. Moi, j'avais beaucoup de respect et d'admiration pour elle, pour des tas de raisons. D'abord, ça a été la première femme garde des Sceaux, donc... Et puis depuis, nous avons eu beaucoup débattu. Et moi, je trouve que Madame Guigou, et c'est un peu ce que je reproche à cette gauche, à laquelle j'aurais pu adhérer, compte tenu de beaucoup de choses. Et quand j'ai vu, il y a des hommes de gauche pour lesquels j'ai une admiration sans borne pour leur conviction et leur travail de terrain. Madame Guigou, quand sur un plateau, ce qu'elle n'aurait pas fait avec quelqu'un comme Michel Liomari ou d'autres, me traite de menteuse, m'abaisse. Pourquoi? Moi, ce sont des jeunes... Si, sur un plateau de télévision. Sur un autre plateau de télévision, Madame Guigou. Si, vous m'avez traité de menteuse et vous montrez du doigt. Et des jeunes qui sont de la circonscription de Madame Guigou m'ont dit, des jeunes de la circonscription, je vous donnerai si vous voulez les associations de votre circonscription, qui m'ont dit, c'est honteux de la part de Madame Guigou de vous traiter comme ça. Elle croit que des gens comme nous... Citez-les-moi, vous avez les noms. Oui, je vous les donnerai. Vous avez les noms et les adresses, dites-les ici. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Rachida Dati? Des gens, quand vous parlez de gens comme nous, qu'est-ce que ça signifie? Parce que Madame Guigou ne pourrait pas qualifier d'autres responsables politiques de menteurs en montrant du doigt. Comment? C'est le mépris. Si, madame. Si, sur le plateau d'Yves Calvi. Pardon? Plateau d'Yves Calvi. Maintenant, Bref, sur l'indépendance du parquet. Sur toutes les nominations auxquelles j'ai procédé en tant que garde des Sceaux, j'ai toujours suivi l'avis du Conseil de la magistrature. Non mais c'est bon, Madame Guigou, arrêtez là, c'est bon. On va arrêter, parce que moi je peux aussi vous traiter comme vous vous traitez. Voilà, comme vous venez de traiter les journalistes en donnant des ordres. Ça va. Moi aussi je peux élever le ton. Il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Ne soyez pas hautaine. Ça va quoi. Elisabeth Guigou, on va laisser je vous dis répondre. vos vérités, Non mais vous ça n'aimez va. pas ça. Non mais ça va. Si vous parlez l'une sur l'autre, on ne vous entend plus du tout. Non, moi je n'aime pas les injures. J'aime pas les injures. Mais je ne vous insulte pas, madame. Donc ça va. Je dis simplement. Si vous parlez l'une sur l'autre, on n'entend plus rien. Comme garde des Sceaux. Sur l'indépendance du parquet. Non mais attendez. Mais est-ce que vous êtes favorable ou pas au fait qu'on ne donne plus effectivement de consignes pour nommer les gens du parquet ou pas, les magistrats du parquet? Non mais monsieur, je vais vous rappeler comment ça se passe. Je On sais, n'est pas je sais anti-républicain. bien comment ça se Non, passe. ce que vous dites, Mais des consignes pour nommer. Je ne l'ai pas fait. Il y a Mais des si vous ne l'avez pas fait, est-ce que vous êtes favorable ou pas à l'indépendance des parquetiers? C'est ça la question. Je vais vous répondre très largement. Lorsqu'il y a eu des propositions de nomination sur des procureurs, j'ai suivi les avis du Conseil supérieur de la magistrature. C'est la première chose. La deuxième chose, je crois que je n'ai jamais autant, comme garde des Sceaux en tous les cas. Moi, je suis allée au bout d'enquêtes, effectivement, sur des sanctions sur des magistrats, parce que les magistrats ne sont pas irresponsables. Pendant très longtemps, il n'y avait pas de poursuite de la part du garde des Sceaux sur certains magistrats qui avaient commis des choses sur lesquelles, effectivement, on laissait noyer les choses. Moi, j'ai pris mes responsabilités. Je pense que quand on est ministre, on prend ses responsabilités. La troisième, c'est que le ministre de la Justice a autorité sur les procureurs. Donc, il les nomme, c'est vrai. Il a le pouvoir de sanction, donc il faut décidé, ça n'avait pas été fait avant. Alors c'est vrai que j'ai été controversée là-dessus, mais j'ai exercé mes prérogatives et j'ai pris mes responsabilités. La troisième chose, on a réformé la Constitution. Donc vous pensez que le pouvoir politique doit continuer à nommer effectivement les magistrats du parquet, qu'il doit y avoir une dépendance du parquet vis-à-vis du ministre? Mais c'est votre position, ce sont deux positions effectivement opposées. Nous avons réformé. J'ai été très fière
parce que pour des tas de raisons, de mettre ma signature en bas, à côté de celle de Michel Debré. Notamment, nous avons réformé la Constitution. Pourquoi? Pour donner plus de pouvoir au Parlement, encadrer les pouvoirs du président, mais aussi nous avons réformé le Conseil supérieur de la magistrature, qui aujourd'hui, ça n'est plus le président qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, et nous avons introduit une disposition où maintenant, pour les procureurs généraux, ce qui n'était pas le cas avant, il faut l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Sur le statut pénal du chef de l'État, la proposition de François Hollande de le modifier. Mais Madame Guigou, arrêtez de dire n'importe quoi. Les instructions, c'est possible par le code de procédure pénale. C'est quoi les instructions? Moi, en tant que garde des Sceaux, je n'ai jamais donné d'instructions individuelles sur des dossiers individuels. C'est la première chose que je mets au défi quiconque de pouvoir prouver le contraire. Les instructions d'ordre général, c'est quoi? Vous avez des violences urbaines, ou vous avez des faits graves. Vous pouvez dire, il vaut mieux donner des instructions, c'est écrit, c'est transmis, c'est public. On vous a entendu, c'est la première chose. Sur le statut pénal du chef de l'État. Sur l'indépendance de la justice. Sur le statut les juges pénal sont du chef de l'État, indépendants. puisque c'est la question Jamais posée. pendant son quinquennat, il n'y a eu d'instruction au juge. On violerait la Constitution. On est encore dans une démocratie. Non mais c'est bien de remettre les choses en place, qu'on a l'impression que nous on a bafoué la Constitution. On a compris que vous n'aviez pas donné d'instruction sur la question du statut pénal du chef de l'État. Est-ce qu'effectivement le statut pénal du chef de l'État, pour l'instant il y a une irresponsabilité effectivement pénale du chef de l'État pendant l'exercice, une immunité pendant l'exercice de son mandat, même si le délai de prescription d'ailleurs est interrompu, on est d'accord. Est-ce que vous souhaitez modifier ce système ou pas? Les mots ont un sens, il n'y a pas d'irresponsabilité du chef de l'État. Du chef de l'État, il y a une immunité. Une immunité pourquoi? Parce qu'on a une continuité pour effectivement le bon fonctionnement des institutions. Donc, ce que propose François Hollande, c'est de dire pas d'immunité du tout. Donc on peut mettre en cause systématiquement le chef de l'État pendant son exercice. Je pense qu'il faut en débattre. Moi, je suis assez ouverte pour qu'on revoie le statut pénal du chef de l'État. Elisabeth Guigou, sur ce que vient de dire Rachida d'abord, Dati. si on veut vraiment mettre fin aux instructions individuelles, il n'y a pas d'instruction individuelle. Il faut l'écrire dans la loi, et nous l'écrirons dans la loi. C'est une loi que j'avais fait voter d'ailleurs dans les mêmes termes. Il n'y a pas d'instruction individuelle. Les deux assemblées en 2001, et c'est M. Chirac qui avait arrêté la convocation du Congrès. Donc, fin par la loi des instructions individuelles. Les instructions générales, naturellement, contre les violences urbaines, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, contre le racisme, évidemment. Troisièmement, sur les sanctions, je ne peux pas laisser dire que nous n'avons pas pris de sanctions. Je me souviens très très bien d'avoir traduit devant le CSM, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait, car l'instance disciplinaire, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Chaque fois, ça s'est produit 2-3 fois, quand j'étais garde des Sceaux, qu'il y a eu des attitudes répréhensibles. J'ai traduit des magistrats devant le Conseil. J'ai fait faire une enquête par l'inspection des services judiciaires et j'ai traduit les magistrats devant le Conseil supérieur de la magistrature. Je dois dire que il y a une autre conception. Nous avons besoin d'une justice indépendante. Pourquoi? Pour être sûr que tous les citoyens en France sont égaux devant la justice, que nous avons l'impartialité de l'État, qu'il y a l'égalité de tous devant l'État. Et Madame Dati, quoi qu'elle en dise, est passée outre aux avis du Conseil supérieur de la magistrature pour la nomination des procureurs. Vous avez raison, parce que vous savez, vous avez été garde des Sceaux, je l'ai été. Je pense que vous avez un statut particulier. Vous êtes un peu plus garde des Sceaux que je n'ai pu l'être. Non, mais c'est ça. Mais arrêtez d'avoir des complexes comme ça. Ah ben non, c'est vous qui les donnez. C'est vous qui les donnez. Arrêtez de situer de vous poser en victime. Elisabeth Guigou, le PS, si François Hollande l'emporte, la gauche, non mais cette gauche-là terminée, parce que sur la démocratie irréprochable, M. Mitterrand faisait vivre sa famille auprès de l'État. En plus de l'Élysée et du gouvernement, donc une concentration des pouvoirs assez rare, auxquels s'ajouteront la majorité des grandes villes, les départements, des régions. Est-ce qu'en contrepartie, il faut imaginer faire comme Nicolas Sarkozy, confier des institutions comme la Cour des comptes à des personnalités issues de l'opposition? Mais François Hollande a dit que le président de la Commission des finances, par exemple, de l'Assemblée nationale, comme c'est le cas aujourd'hui... Donc, président de la Commission des finances, Cour des comptes, vous pensez que c'est intéressant? Après, la Cour des comptes, il a un mandat là qui est pas... voilà, c'est un mandat qui n'a pas d'échéance. Il est socialiste, ça c'est vrai. Donc, ce qu'il faudra, c'est bien faire exercer, si vous voulez, les Parce que le PS va avoir toutes les manettes quasiment. Il faudra faire exercer les contre-pouvoirs. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir un Parlement qui ait des pouvoirs de contrôle accrus et qu'il y ait une justice indépendante. Ensuite, les assemblées législatives, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'électeur, et seul l'électeur peut changer ça. Donc nous reviendrons aussi souvent que c'est nécessaire et aussi souvent que la Constitution nous le demande, devant les électeurs qui jugeront si nous avons bien rempli le mandat qui nous a été confié à tous les niveaux. Alors, Elisabeth Guigou, comme Rachida Dati, je vous propose de passer à la troisième partie de ce débat sur un sujet très différent.
Alors il en a finalement été très peu question dans cette campagne. Il y a en France 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, près d'un Français sur 6. Le mot même de pauvreté, on ne l'a pratiquement pas entendu dans la bouche des candidats. Est-ce que c'est un mot qui fait peur? Question à toutes les deux. D'abord, Elisabeth 8 millions 200 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté. 4 millions de personnes qui sont privées de toute couverture complémentaire, c'est-à-dire qui soit ne se font pas soigner, soit hésitent à se faire soigner, parce que M. Sarkozy et son gouvernement a augmenté les taxes sur les mutuelles. Donc là-dessus, nous allons avoir, et François Hollande a dit ce qu'il ferait pour le pouvoir d'achat. D'abord, naturellement, faire en sorte de diminuer le nombre de chômeurs, ça c'est absolument essentiel. Deuxièmement, faire en sorte que le coût des personnes, on y reviendra, le coût de tout ce qui est incompressible, le logement, l'essence, la nourriture, qu'il y ait une autre forme de tarification. Par exemple, encadrement des loyers à la relocation, ou encore pour l'essence, l'énergie, un tarif de base qui sera moins élevé pour ceux qui consomment moins, c'est-à-dire ceux qui ont moins de moyens, par rapport à ceux qui consomment davantage. Par exemple, sur cette question, comme sur d'autres, on dit à François Hollande, on entend vos promesses, mais tout ça va coûter énormément d'argent et on ne peut pas en temps de crise. Ça coûte rien. Puisque c'est une tarification différente. J'ajoute que le SMIC, qui n'a reçu aucun coup de pouce depuis 5 ans maintenant, sera indexé non seulement sur l'inflation, c'est déjà le cas, mais aussi sur la croissance pour que les efforts de tous puissent bénéficier évidemment à tous. Donc, il n'y a pas. François Hollande a été très clair sur l'équilibre financier, n'est-ce pas? Nous aurons un rééquilibre par 40 milliards de ressources fiscales nouvelles, essentiellement par la diminution des niches fiscales et par la suppression de privilèges fiscaux absolument injustifiés. Et d'autre part, de l'impôt sur les plus hauts revenus. Exactement. Et d'autre part, par, bien entendu, des efforts supplémentaires que nous ferons pour arriver à l'équilibre des finances publiques en 2017. Sur ce point, Rachida Dati, du pouvoir d'achat qui a été effectivement abordé par Elisabeth Guigou, mais aussi par l'aide qu'on peut apporter aux gens qui c'est curieux, vous ne posez pas la question, moi aussi. Alors je vais vous dire, formidable. Alors je veux qu'il y ait de la croissance, je veux qu'il y ait moins de chômage. Alors je vais vous dire le programme. Alors je veux qu'il y ait moins de chômage, je veux qu'il y ait de la croissance, je veux effectivement qu'il y ait moins d'inégalités, que tout le monde puisse se soigner, moins de pauvreté. Ça vous va? C'est ce qui vient d'être dit. Voilà, donc voilà, on peut aussi terminer l'émission. Vous me demandez comment on relance la croissance. Vous devriez lire le projet de François Hollande. Comment on relance la croissance? Vous verriez qu'il y a des comment on mesures relance concrètes. la croissance? Enfin, je ne veux pas faire votre boulot. Comment on relance la croissance? Je vous réponds. Allez-y. Vous me laissez parler. Comment on relance la croissance? Ah bon? Je vous réponds. Comment on finance les 60 000 emplois de fonctionnaires? Mais si vous me laissez vous Comment répondre, on finance la retraite? dire. Comment on finance toutes ces dépenses supplémentaires? Enfin, ça va quoi. On ne parlait pas je vous dis exactement simplement des 60 000 emplois de Donc fonctionnaires. comment on crée plus de richesses? Comment on vient en aide le SMIC, aux vous gens financez qui ont comment? le moins de moyens? C'était ça la question posée sur la table, Rachida Dati. Voilà. Je veux juste vous dire, je suis député européen. J'ai oublié l'allocation de rentrée scolaire. Ah oui, d'accord. Oui, puis vous la financez comment? 25%. Oui, ben nous aussi. Financé, non, mais pourquoi pas 100? Mais non, mais plus 100%, c'est mieux. Financé par une baisse du plafond mieux, je trouve. du quotient familial. On va laisser Elle est Rachida Dati financée. nous Je trouve que expliquer plus peut-être 100%, c'est mieux que 25. quelques éléments du programme de Nicolas Sarkozy sur ce point. D'abord, il faut voir d'où on partait. On a revalorisé de 25% en 5 ans le minimum vieillesse. C'est quand même, ça bénéficie pas aux plus privilégiés, aux plus riches. L'allocation adulte handicapé, 25%. Les bourses et les boursiers, et je sais de quoi je parle, c'est-à-dire que souvent, vous aviez les classes moyennes qui étaient, c'est-à-dire qu'il manquait un peu pour bénéficier de la bourse, vous aviez pas assez, donc on a abaissé le seuil pour que nous ayons plus de jeunes bénéficiaires de bourses d'enseignement supérieur. Et ça, là-dessus, je me suis battue pour que ce soit le cas. Nous avons d'ailleurs ajouté un 18e mois de bourse. Donc, sur ce sujet-là, nous avons favorisé, effectivement, notamment les plus défavorisés. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect aussi, c'est la lutte contre l'exclusion. L'exclusion, moi, je trouve que le RSA, qu'il faudra encore évaluer. Et je trouve que dans la réforme de la Constitution que nous avons menée, en donnant plus de pouvoir au Parlement, il y a dans le calendrier et la possibilité, c'est que le Parlement aujourd'hui a un vrai pouvoir d'évaluation des politiques publiques, comme la Cour des comptes d'ailleurs. Et donc, le RSA devra être encore réévalué et amélioré. Pourquoi? D'abord, ça a ramené plusieurs millions de Français vers l'activité. Quand je dis vers l'activité, vers la vie sociale. Vous savez, quand vous êtes exclu, c'est exclu ne serait-ce que de la vie sociale. Ne serait-ce que d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui vous parle, qui vous dit on va regarder, on va vous aider, on va vous envoyer chez un médecin. Parce que parfois, certains dépriment.
Et moi, ça m'est arrivé de pouvoir donner, même comme maire, donner des adresses pour effectivement être aidé, pour être ramené vers ne serait-ce que la vie sociale. Donc Rachida le RSA a permis de lutter vraiment non seulement contre la pauvreté, mais aussi contre l'exclusion sociale et professionnelle. Elisabeth Guigou, puis question de Gilles Leclerc. Je veux revenir sur le pouvoir d'achat. La politique de la droite, depuis maintenant 10 ans, mais ça s'est accentué avec le quinquennat de M. Sarkozy, a consisté à créer 40 taxes nouvelles ou augmentées. La TVA qui a déjà été augmentée, et la TVA dite sociale, entre guillemets, qu'on nous promet, c'est 13 milliards d'euros ponctionnés dans la poche de tous les ménages, c'est-à-dire en proportion beaucoup plus sur les plus modestes, naturellement. Sur ces 13 milliards d'euros, il y en a simplement 3 milliards qui vont aller vers les entreprises. Tout le reste, ça va vers les banques et les services. Donc ça ne fait rien pour l'économie productive. J'ajoute qu'il y a eu quelque chose d'absolument scandaleux en dehors des niches fiscales. Il y a une niche copée. 20 milliards d'euros qui ont été soustraits comme ça aux ressources fiscales. J'ajoute que la suppression ou la diminution de l'impôt sur la fortune, 2 milliards d'euros, voilà des choses auxquelles nous allons mettre fin de la même façon que nous supprimerons la taxe supplémentaire sur les mutuelles. Et les heures supplémentaires défiscalisées pour les ouvriers sur les plus modestes. Sur la TVA sociale et sur le bilan extrêmement négatif que vient d'en faire nous, Elisabeth Guigou, juste, est-ce que vous avez une réponse, Rachida Sauf que Dati? si vous reprenez, moi je vais vous donner juste quelques mesures. Centres éducatifs fermés, ils ont voté contre, ils le reprennent dans leur programme. Les heures supplémentaires défiscalisées. Non, mais attendez. Heures supplémentaires défiscalisées pour les ouvriers, ça va bénéficier à des salariés, 11 millions de Français. Ils étaient contre. François Hollande a dit que finalement, il voulait les prendre. L'immigration, il voulait régulariser tout le monde. Finalement, il veut garder les lois que nous avons fait adopter, pour lesquelles, d'ailleurs, contre lesquelles ont voté les socialistes. La loi sur la burqa, ils ont voté contre. Maintenant, ils disent qu'ils veulent la garder. Enfin, comme le crédit impôt recherche, on l'a multiplié par 4. Ils étaient contre. Finalement, ils sont pour. L'autonomie des universités, ils l'ont promis, ils l'ont jamais mise en œuvre. Ils étaient contre. Finalement, ils veulent le garder. Donc, comme bilan, c'est plutôt pas mal. Ils veulent reprendre. Donc, sur ces sujets-là, faut quand même aussi s'entendre. Sur la TVA dite anti-délocalisation, c'est de taxer les importations. Pourquoi? Nous avons des entreprises qui sont aujourd'hui chargées en termes de cotisation, donc ça plombe l'emploi forcément, et qui font de la concurrence, qui sont concurrencées par des entreprises qui viennent de pays qui n'ont aucune réglementation qui pèse sur leur prix de revient, la production ou sur les produits qu'ils vendent sur le territoire européen. Merci pour cette précision. On va laisser Gilles Leclerc poser une question, peut-être à Elisabeth Guigou, qui, me dit-on, a un léger retard dans le temps de parole dans ce débat. Juste très très brièvement d'abord, Rachida Dati, est-ce que vous avez, on est au terme de cette campagne électorale, est-ce que vous avez, je dirais, des regrets? Est-ce qu'il y a des thèmes qui n'ont pas été abordés? Si c'était à refaire, au fond, est-ce que vous avez une frustration de la conduite de cette campagne ou pas? Moi, je pense que beaucoup de sujets ont été abordés. Vous avez forcément toujours des frustrations quand vous faites une campagne. Si on vous dit, est-ce que vous pouvez, si vous la refaites, est-ce que vous la feriez mieux? On pense toujours faire mieux. Mais je trouve que, moi, la satisfaction que j'ai, c'est que cette campagne a intéressé, puisqu'elle a fortement mobilisé au premier tour, et je pense qu'elle mobilisera encore plus pour le deuxième tour. Et là, j'ai une question à vous poser, Elisabeth Guigou. Là, on arrive vraiment à la fin de cette campagne. S'il y avait un ultime argument à utiliser, à développer, pour essayer de convaincre les 10 à 20% d'indécis, selon les instituts de sondage, vous leur diriez quoi à toutes ces personnes? C'est simple. Est-ce que vous voulez encore continuer comme ça pendant 5 ans? Voilà. Est-ce que vous voulez encore avoir un deuxième quinquennat de M. Sarkozy avec tout ce qui a été dégradé, car la dégradation, elle est économique, elle est sociale, elle est aussi morale. Pour les incantations. Est-ce que vous voulez recommencer encore et en pire? Parce que M. Sarkozy, avec la perspective de la réélection, il y a des choses qu'il n'a pas faites. Mais je pense que s'il était réélu, ce serait, je pense, et on le voit avec la course effrénée derrière le Front National, car on ne m'enlèvera pas de l'idée que M. Longuet a reçu une forme d'accord quand même pour s'exprimer comme il l'a fait, des ministres de la Défense dans ce gouvernement. Eh bien que vous ayez, et je vous en rends hommage, madame, vous vous êtes déclaré choqué sur ces propos, il n'empêche que M. Longuet est toujours là, malgré les propos qu'il a connus. Donc je dirais... Gérard Longuet agit là en éclaireur, écoutez, si on vous entend bien. Je n'en sais rien, mais je n'imagine pas, dans un gouvernement, que le ministre de la Défense, avec la fonction éminente qu'il a, ait pu parler comme ça, sans s'être senti d'une façon ou d'une autre autorisé à le faire. Et d'ailleurs,
tout ce qui a été dit ces derniers jours et quand même démontre que l'on voulait, parce que parler à l'ensemble des électeurs, naturellement. La question est de savoir comment on leur parle. Manifester de la compréhension, sûrement, pour des électeurs qui se sentent abandonnés, relégués, sans avenir, mais pas de compromission sur la base de valeurs qui doivent rester celles de la République. Attention, donc, avez-vous, la compromission. question, je réponds précisément à votre question, avez-vous envie de continuer comme ça, d'avoir avec la TVA dite anti-délocalisation une ponction de 300 € sur le SMIC? Voulez-vous continuer en pire la politique qui a été menée depuis maintenant 5 ans? Rachida Dati, il vous reste vraiment 10, 15, 20 secondes, pas plus, pour éventuellement donner un éventuel dernier argument pour tenter de voter pour Nicolas Sarkozy. Ce serait lequel? On a en 5 ans fait entrer la France dans le 21e siècle, réduit fortement les dépenses publiques. Nous avons aussi permis aux Français de préserver leur pouvoir d'achat, notamment pour les plus modestes et les plus fragiles. Je vous en ai donné les exemples tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français souhaitent que leur entreprise soit plombée par la concurrence, par des pays qui effectivement ne respectent pas les réglementations environnementales ou sociales? Est-ce qu'on souhaite ne pas sauvegarder nos systèmes de solidarité, de protection sociale fondés sur la solidarité et revenir à la retraite à 60 ans qui coûtera très cher aux salariés, aux entreprises? Est-ce que nous voulons une France de la régression qui débouchera inéluctablement sur l'Espagne ou sur la Grèce, ou est-ce qu'on souhaite que la France continue à rayonner dans le monde et maintenir son plan, sa place et son rang sur la scène internationale? Eh bien, je vous remercie. Ce sera donc le mot de la fin. Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce débat. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat.